Je me trouvais dans le petit salon de notre appartement à Saint-Rémy-de-Provence, assise sur le vieux canapé en velours bleu, en train de trier des petits bodys que je venais tout juste d'acheter pour notre futur bébé. Ces vêtements minuscules, avec leurs motifs naïfs de petits canards et de lapins, me remplissaient d'une douce anticipation. Je me disais que j'avais encore un peu de temps avant l'accouchement, que tout irait bien. Puis, soudain, une douleur aiguë et pénétrante m'a traversé le bas du ventre, comme un coup de poignard glacé. J'ai d'abord cru que c'était une contraction de Braxton Hicks, ces fameuses fausses contractions dont on parle tant dans les bouquins de grossesse. Mais la douleur ne s'est pas calmée. Elle s'est intensifiée, s'est prolongée. Je jetai un coup d'œil machinal à ma montre, la contraction durait déjà plus d'1 minute. C'était le début. Je le sentais. Mon souffle s'est accéléré. J'ai posé mes mains sur mon ventre, tentant de respirer profondément, comme m'avait appris la sage-femme lors des cours prénataux. Mais alors, un bruit mouillé s'est fait entendre, et une sensation chaude, collante, a coulé le long de mes jambes. Je venais de perdre les os points et la panique m'a envahi. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. J'ai crié son prénom, celui de mon mari, qui était dans la pièce voisine. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, un téléphone à la main, avec un air à la fois irrité et surpris, comme si je le dérangeais en plein moment crucial de sa partie de jeu vidéo. J'ai réussi à lui dire entre 2 respirations haletantes que le travail avait commencé, que les os étaient rompus. Son regard a rapidement balayé la pièce, il a semblé réfléchir un instant, puis, d'un geste brusque, il a attrapé les clés de la voiture sur la table et les a balancées vers moi en disant de me débrouiller toute seule. Il devait aller chez sa mère, le robinet de la cuisine fuyait, c'était urgent. J'étais figée, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Comment pouvait-il me laisser seule à ce moment précis, alors que j'étais sur le point de donner la vie? Je suis restée là, appuyée contre le mur, le ventre crispé par la douleur qui montait en vagues de plus en plus violentes. Des larmes ont coulé sur mes joues, non pas à cause de la souffrance physique, mais parce que je réalisais que j'étais abandonnée dans la nuit la plus importante de ma vie. Il était parti, me laissant affronter seul l'inconnu. Je me suis effondrée sur le canapé, serrant fort un coussin contre mon ventre, essayant de calmer ma respiration tremblante. Une voix calme et rassurante s'est alors fait entendre dans mon téléphone, la standardiste du SAMU. J'ai expliqué en sanglotant ce qui se passait, et elle m'a dit que l'ambulance était déjà en route, que je devais m'asseoir ou me coucher, respirer profondément, ne pas paniquer. Ces mots, simples mais pleins d'assurance, ont été mon seul refuge dans ce chaos. J'ai fermé les yeux, me concentrant sur chaque mouvement de mon bébé, espérant qu'il allait bien, qu'il ne souffrirait pas. Les minutes semblaient durer une éternité. Je guettais la porte, espérant que mon mari reviendrait, qu'il s'excuserait, qu'il serait là enfin. Mais la porte est restée fermée, et ce silence lourd pesait plus que la douleur. Quand enfin on a frappé, j'ai failli pleurer de soulagement. 2 ambulanciers en blouse blanche sont entrés, un homme et une femme. Ils m'ont soutenue, posé 1000 questions sur la fréquence des contractions, le mouvement du bébé. Leurs gestes étaient doux, leur présence un baume sur mon angoisse. Ils m'ont installé sur la civière, me couvrant d'une couverture chaude. Dans l'air frais du soir provençal, j'entendais le bruit de leurs chaussures sur les marches et le chant lointain d'un chien errant. Une nouvelle contraction m'a pliée en 2, et la jeune ambulancière a pris ma main, me guidant dans mes respirations. La sirène de l'ambulance a déchiré le silence de la nuit alors que nous filions vers la clinique. Je me suis laissé porter par la voix douce de la sage-femme dans la voiture, qui me répétait que tout irait bien, que j'étais forte. Mais au fond de moi, un ouragan de peur et de colère grondait. Comment avait-il pu me laisser seule, alors qu'il aurait dû être là, à m'encourager, à me tenir la main? Je pensais à lui, à son visage habituellement souriant, et à ce moment où il avait jeté les clés à mes pieds en me disant de me débrouiller. Cette blessure était plus vive que chaque contraction. À mon arrivée à la clinique Sainte-Marie, tout s'est accéléré. On m'a transféré sur un lit roulant, enveloppé dans des draps blancs qui sentaient l'aseptique. Les lumières fluorescentes me brûlaient les yeux, les voix des soignants se mêlaient dans un brouhaha rassurant et stressant à la fois. J'essayais de répondre aux questions, mais mes mots se perdaient dans les halètements. Une main posée sur mon épaule me ramenait à la réalité. J'étais en sécurité, on s'occupait de moi. Dans la salle d'accouchement, l'atmosphère était tout autre. L'éclat froid des lampes, l'odeur métallique des instruments, les visages masqués des médecins. Je me suis allongée sur le fauteuil, le corps déjà presque livré à lui-même, et j'ai senti l'angoisse se mêler à la douleur. Mais quelque part, au fond de moi, une force nouvelle est née. Chaque contraction me rapprochait de mon enfant, de ce petit être que j'allais bientôt tenir dans mes bras. Puis, enfin, il y a eu ce cri. Le cri qui déchirait la nuit et effaçait toutes les douleurs, toutes les peurs. Quand on m'a posé ce petit corps chaud sur ma poitrine, j'ai compris que j'avais traversé l'enfer pour ce miracle. Même sans lui, même sans ce mari qui m'avait abandonnée, à cet instant j'étais complète. Je tenais mon fils,
ce petit être fragile et parfait, dont le souffle calme apaisait mon cœur tourmenté. J'ai caressé sa main minuscule, et il a serré mon doigt, comme pour me dire silencieusement que nous étions désormais unis pour la vie. Cette nuit-là, malgré les ombres et les douleurs, une lumière intense a illuminé mon âme. J'étais devenue mère, et avec lui, une femme nouvelle, indomptable, prête à affronter le monde. Les heures qui suivirent semblaient suspendues dans un temps étrange, entre la fatigue écrasante et une euphorie nouvelle. Mon fils dormait paisiblement contre moi, son souffle régulier un rythme apaisant dans cette chambre blanche de la clinique de Sainte-Marie, nichée au cœur d'Avignon. Le soleil commençait à filtrer à travers les stores, dessinant des rayons dorés sur les murs immaculés. Moi, je restais là, immobile, presque figé, les yeux rivés sur ce petit être qui avait bouleversé ma vie en quelques instants. J'y portais une blouse d'hôpital, trop grande, qui laissait entrevoir mes épaules nues, recouvertes d'une fine pellicule de sueur liée à l'effort récent. Mes jambes, encore engourdies, étaient enveloppées dans des couvertures, mais je sentais le tissu doux glisser sous mes doigts, comme un rappel de la réalité. Mes cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient désormais emmêlés en un chignon lâche, quelques mèches s'échappant pour encadrer mon visage marqué par la fatigue et l'émotion. Sur mon poignet, le bracelet d'identification brillait faiblement, témoin silencieux de cette nuit hors du temps. J'y repensais sans cesse à lui, à ses mots tranchants, à son absence cruelle au moment où j'avais le plus eu besoin de lui. Ce n'était pas simplement une trahison, c'était une blessure profonde, un abandon dans la plus grande vulnérabilité. J'entendais encore son excuse maladroite, ses paroles balbutiantes sur le robinet qui fuyait chez sa mère, comme si ça pouvait justifier son départ. Je me surprenais à imaginer la scène. Lui, armé d'une clé à molette, l'air sérieux, en train de combattre une fuite d'eau pendant que je luttais pour donner la vie. Il fallait avouer qu'il avait un sens de la priorité, disons pour le moins. Original. J'essayais de ne pas laisser ses pensées empoisonner la magie du moment. Ce bébé contre ma peau était une promesse, un nouveau départ. Il n'y avait que nous deux à présent. Je voulais croire que cette nuit, aussi dure soit-elle, marquait la naissance d'une force nouvelle en moi. Une force capable de surmonter l'indifférence, la douleur, la solitude. Les infirmières passaient régulièrement, avec leur sourire fatigué et leurs gestes rassurants. Elles venaient vérifier le rythme cardiaque de mon fils, m'aider à me lever doucement, tout en me lançant des regards pleins de compassion, comme si elles lisaient dans mes yeux une histoire que je n'osais pas encore raconter. Je sentais leurs pensées bienveillantes, et ça me donnait un peu de courage. Le reste de la chambre était occupé par d'autres femmes, chacune avec son propre combat, sa propre histoire. Certaines riaient doucement, d'autres pleuraient en silence. Mais toutes partageaient ce lien invisible qui unit les mères dans ces instants de douleur et d'espoir mêlés. Je me surpris à les observer, à chercher dans leur regard une forme de solidarité, un soutien muet. Le poids du silence fut finalement brisé par l'ouverture discrète de la porte. Il entra, maladroit, les yeux cernés, les cheveux en bataille, tenant un bouquet de roses rouges un peu fanées. Sa présence soudaine fit monter en moi une vague de confusion et de colère. Il s'approcha lentement, s'attardant sur le visage de notre fils, ses traits s'adoucissant, comme s'il découvrait ce trésor pour la première fois. Je sentais pourtant que cette douceur ne suffisait pas à effacer la blessure qu'il avait laissée. J'y serrai mon fils un peu plus fort, comme pour lui transmettre toute la protection que je pouvais lui offrir. Il avait déjà traversé tant d'épreuves, même sans le savoir, et moi, je savais que je devais être son bouclier. Je gardais en moi cette promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, je ne le laisserai jamais tomber. Les heures suivantes, il semblait vouloir rattraper le temps perdu, s'asseyant à mes côtés, essayant de trouver les mots justes pour apaiser la tension qui flottait entre nous. Mais ces paroles, bien que sincères, ne pouvaient effacer la solitude de cette nuit, ni la rancune qui s'était installée dans mon cœur. Je savais que notre relation venait de changer à jamais, que les fondations sur lesquelles nous avions construit notre vie commune étaient fissurées. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une pensée persistait. Peut-être que ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle histoire. Une histoire où je serais enfin capable de me battre pour moi-même, pour mon fils, pour notre avenir. Une histoire où la force ne viendrait plus de lui, mais de moi. Cette nuit-là, alors que la clinique sombrait dans un calme presque irréel, je me suis surprise à rêver. Pas à un conte de fées, non. Mais à quelque chose de plus réel, de plus intense. Une vie où, malgré tout, l'amour pourrait renaître, transformé, différent. Où je pourrais enfin être libre, forte, aimante, sans avoir à craindre d'être abandonnée. J'y regardais une dernière fois mon fils, dont le souffle paisible contrastait avec la tempête qui grondait en moi. Je posai un baiser léger sur son front chaud et murmurai, comme une promesse à moi-même, « Nous allons y arriver, mon amour. Juste toi et moi. » Et, dans le silence de cette chambre d'hôpital, une nouvelle flamme s'alluma, prête à éclairer le chemin incertain qui nous attendait. Les jours suivants à la clinique Sainte-Marie s'égrenaient au rythme lent et chaotique d'un nouveau-né, dans une atmosphère à la fois feutrée et tendue. Mon fils dormait souvent,
ses paupières fines se fermant en de légers battements, tandis que je l'observais, fasciné par chaque détail de son visage encore flou, comme un tableau peint à l'aquarelle. Ses petites mains, délicates et frêles, s'agitaient parfois, cherchant instinctivement le contact avec ma peau. Je portais toujours cette blouse d'hôpital, qui semblait désormais plus familière que mes propres vêtements. Mes jambes, légèrement engourdies, reposaient sur le fauteuil en osier près de la fenêtre, tandis que le parfum du jasmin du jardin extérieur pénétrait faiblement la chambre. J.E. me surprenait à sourire malgré la fatigue, à murmurer des mots doux que lui seul pouvait entendre. Il y avait une magie silencieuse dans ces moments, une complicité naissante qui effaçait peu à peu la douleur de la nuit où tout avait basculé. Pourtant, chaque fois que je levais les yeux vers la porte, une ombre passait sur mon visage. Je pensais à lui, mon mari, ce personnage distant et absent, qui semblait plus préoccupé par les petits tracas du quotidien que par la vie qu'il avait contribué à créer. J.E. me souvenait de cette scène absurde et blessante. Lui, lançant les clés vers moi comme si j'étais capable de réparer une fuite d'eau tout en donnant naissance. Le robinet de sa mère contre la naissance de notre enfant. Le choix semblait presque comique, si ce n'était pas si tragique. Parfois, je pensais que peut-être il avait confondu la maternité avec un manuel de bricolage, où chaque problème a sa solution rapide et technique. Mais la vie, elle, n'est pas si simple. Dans la chambre, la complicité que je développais avec les autres mères était un baume inattendu. Elles avaient toutes leurs histoires, leurs douleurs et leurs joies, et malgré tout, elles partageaient ce même sentiment d'avoir été transformées à jamais. Je me rappelais la femme dans le lit voisin, une jeune maman de Carpentras, qui rigolait doucement en racontant comment son compagnon avait failli s'évanouir en voyant le premier cri de leur bébé. J'aurais voulu lui dire que le mien, lui, avait préféré vaquer à ses petites réparations domestiques, mais je me suis contentée d'un sourire amer. Au fil des jours, je découvrais mes propres ressources, cette force insoupçonnée qui s'était réveillée avec la naissance de mon fils. Chaque tétée, chaque petit pleur, chaque regard échangé m'enseignait un peu plus sur ce rôle nouveau et sacré. J'apprenais à déchiffrer ses besoins, à calmer ses angoisses, à lui transmettre ma chaleur et ma sérénité. C'était un apprentissage ardu, parfois douloureux, mais infiniment précieux. Lui, mon mari, revenait sporadiquement, toujours maladroit, toujours avec cette gêne palpable. Un jour, il est entré dans la chambre sans fleurs ni sourire, le regard fuyant, comme s'il cherchait à se faire petit, invisible. Il restait debout, hésitant, murmurant des excuses plus ou moins sincères, tentant de tisser un lien fragile avec notre fils. Mais ses mots semblaient toujours trop faibles pour recoller les morceaux du passé récent. J'observais ses gestes, ses hésitations, et je savais que quelque chose s'était brisé entre nous. J.E. sentait au fond de moi que ce mariage, cette vie que nous avions construite ensemble, ne serait plus jamais la même. La confiance était une porcelaine fissurée, fragile et incertaine. Je me demandais si je pouvais encore lui faire une place, ou si je devais déjà penser à me relever seule, pour moi et pour mon enfant. Les nuits étaient les plus difficiles. Mon fils pleurait parfois, et malgré la fatigue écrasante, je veillais sur lui, le berçant doucement, murmurant des chansons que ma mère me chantait autrefois. Chaque fois que je le regardais dormir, une vague de tendresse m'envahissait, mêlée à une tristesse sourde pour tout ce que j'avais perdu. Mais je refusais de laisser la douleur m'engloutir. Je voulais être plus forte, plus présente, pour lui. Un soir, alors que la clinique sombrait dans le silence, j'ai surpris un regard échangé entre deux infirmières dans le couloir, un mélange de compassion et de questionnement. Elles semblaient se demander comment une femme pouvait traverser tout cela sans effondrement visible. Je me suis dit qu'elle ne savait pas encore à quel point la force peut naître de la plus profonde solitude. J.E. me suis levée lentement, tenant mon fils contre moi, et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville d'Avignon, scintillant comme des étoiles terrestres. Je me demandais ce que l'avenir nous réservait. Allais-je reconstruire ma vie sur ces ruines, ou serais-je condamnée à porter ce poids seul pour toujours? Je ne connaissais pas la réponse, mais une chose était sûre, désormais, plus rien ne serait comme avant. Entre la douleur, la trahison et la naissance, j'avais découvert une vérité simple et puissante. Je suis capable d'aimer, de protéger, et de me battre, pour mon fils et pour moi-même. Et quelque part dans cette nuit paisible, une question restait en suspens, invisible mais lourde de promesses et de menaces. Jusqu'où irais-je pour protéger cet amour fragile, face à celui qui avait choisi de partir? Les jours se succédaient à la clinique Sainte-Marie comme un dédale où je me perdais parfois, entre moments de douceur et clairs de douleur sourde. À chaque instant passé auprès de mon fils, je sentais croître en moi cette énergie nouvelle, un feu secret qui me consumait à la fois et me portait au-delà de mes limites. Il dormait souvent, blotti contre ma peau, sa respiration délicate ponctuée de petits soupirs, tandis que je le tenais contre moi, sentant son cœur battre au rythme du mien. La blouse d'hôpital me tombait encore sur les hanches, dévoilant mes bras nus, légèrement marqués par la fatigue, et mes jambes reposaient sur un fauteuil en rotin usé, non loin de la fenêtre ouverte sur le jardin. L'air frais portait avec lui l'odeur subtile des glycines en fleurs, un contraste doux amer avec l'atmosphère stérile de la chambre. J.E. passait des heures à l'observer,
fasciné par la perfection fragile de ses traits, la douceur de sa peau encore lisse comme du velours, et ses petites mains qui cherchaient instinctivement un contact rassurant. Parfois, il fronçait les sourcils, comme pour protester contre une douleur invisible, et je me sentais impuissante, prisonnière d'un rôle nouveau et terrifiant. Mais chaque sourire furtif, chaque souffle apaisé était une victoire, un pas de plus vers cette complicité naissante qui nous liait désormais à jamais point pourtant, malgré cette bulle protectrice que je construisais autour de nous, l'ombre de sa trahison planait toujours, lourde et indélébile. Je me rappelais son visage fermé, les cernes profondes sous ses yeux fatigués, son absence cruelle la nuit où tout avait basculé. Comment avait-il pu choisir un robinet, qui goûte chez sa mère, plutôt que la naissance de son propre enfant? Parfois, l'absurde de la situation me faisait sourire malgré moi. Peut-être pensait-il vraiment que la plomberie méritait plus d'attention qu'un accouchement imminent. Un drôle de héros du quotidien, en quelque sorte point les autres mères dans la chambre semblaient vivre leur propre combat, leur douleur et leur joie, formant une chorale silencieuse de souffrance et d'espoir. Je les observais, cherchant dans leur regard une forme de réconfort, un écho à ma propre solitude. Une femme de Carpentras, à la voix douce et sérieuse, racontait comment son compagnon avait failli s'évanouir en entendant le premier cri de leur bébé. Je me mordais la lèvre pour ne pas éclater de rire en imaginant le mien, lui, hors de la pièce, en train de jouer les plombiers improvisés point jour après jour, j'apprenais à devenir cette mère courageuse, celle qui sait apaiser les pleurs, interpréter les silences, comprendre les besoins sans mots. Chaque tétée, chaque regard échangé, chaque frisson partagé me transformait un peu plus, me révélait une force insoupçonnée. J'étais en train de construire un lien indestructible avec mon fils, un lien qui, je le sentais, serait le socle de nos vies futures. Mon mari revenait par intermittence, toujours maladroit, avec cette gêne palpable dans ses gestes et ses paroles. Un jour, il est entré dans la chambre sans fleurs, sans sourire, le regard fuyant, comme s'il cherchait à se faire oublier. Il restait là, hésitant, balbutiant des excuses qui sonnaient creux, tentant de tisser un lien fragile avec notre fils. Mais ces mots ne pouvaient effacer la blessure de cette nuit d'abandon. Je le regardais, impassible, consciente que quelque chose avait définitivement changé entre nous. Je me demandais si je pourrais encore lui faire confiance, si je voulais. La confiance, cette porcelaine fragile, avait été brisée en mille éclats. Je savais que les réparations seraient longues, peut-être impossibles. Mais pour l'heure, mon regard était tourné vers mon fils, vers cette petite vie qui dépendait entièrement de moi. Je devais être son refuge, son pilier, sa lumière. Les nuits étaient les plus éprouvantes. Entre les pleurs imprévisibles et la fatigue accablante, je veillais sur lui, le berçant doucement, murmurant des berceuses que maman me chantait autrefois. Chaque fois que je le regardais dormir, une vague de tendresse mêlée à une mélancolie sourde m'envahissait. Mais je refusais de laisser la douleur l'emporter. J'étais devenue une guerrière silencieuse, prête à affronter les tempêtes pour lui. Un soir, alors que la clinique sombrait dans un calme presque surnaturel, j'ai surpris un échange de regards entre deux infirmières dans le couloir, un mélange de compassion et de questionnement. Elles semblaient se demander comment une femme pouvait traverser une telle épreuve sans s'effondrer. Peut-être ne savait-elle pas encore que la force véritable naît souvent dans les profondeurs de la solitude et de la douleur. Je me suis levée lentement, tenant mon fils contre moi, et j'ai regardé par la fenêtre les lumières scintillantes d'Avignon, comme autant d'étoiles humaines. Je me demandais ce que l'avenir nous réservait, si je parviendrais à reconstruire ma vie sur ces ruines, ou si j'étais condamnée à porter seule ce lourd fardeau. Je n'avais pas de réponse, mais une chose était certaine. Rien ne serait plus jamais comme avant. Entre trahison, douleur et naissance, j'avais découvert une vérité puissante et immuable. Je suis capable d'aimer, de protéger, et de me battre, pour mon fils et pour moi-même. Et au creux de cette nuit paisible, une question restait suspendue dans l'air, invisible mais lourde de promesses et de menaces. Jusqu'où serais-je prête à aller pour protéger cet amour fragile, face à celui qui avait choisi de s'éloigner au moment où j'avais le plus besoin de lui? Les jours s'étiraient dans la chambre blanche de la clinique Sainte-Marie, chaque instant marqué par le souffle fragile de mon fils contre ma peau et le poids écrasant de mon propre cœur. Je portais encore la blouse d'hôpital, tombant mollement sur mes épaules nues, laissant deviner la douceur de ma peau légèrement marquée par les nuits sans sommeil. Mes jambes, enveloppées dans une couverture légère, reposaient sur un fauteuil en rotin usé, non loin de la fenêtre entr'ouverte qui laissait entrer l'air tiède chargé des senteurs de lavande et de thym du jardin provençal. J'y passais des heures à observer mon enfant, fasciné par la perfection de ses traits encore flous, la douceur de ses petites mains qui cherchaient instinctivement un contact apaisant. Parfois, il fronçait les sourcils, protestant silencieusement contre une douleur invisible, et je me sentais impuissante, prise au piège d'un rôle nouveau et vertigineux. Pourtant, chaque sourire furtif, chaque respiration apaisée était une victoire, un pas de plus vers cette complicité naissante qui nous liait désormais à jamais. Malgré ce cocon fragile que je tissais autour de nous, l'ombre de son abandon planait, sourde et implacable. Je revoyais son visage fermé, les cernes creusées par le sommeil manqué, son regard fuyant la nuit où tout avait basculé.
Comment avait-il pu choisir un robinet, qui goûte chez sa mère, plutôt que la naissance de son propre fils? Parfois, l'absurdité de la scène me faisait sourire malgré moi. Peut-être pensait-il vraiment que la plomberie méritait plus d'attention qu'un accouchement imminent. Un vrai héros des tuyaux, en somme point les autres mères dans la chambre vivaient chacune leur propre combat, leur douleur et leur joie, formant une sorte de cœur silencieux mêlé de souffrance et d'espoir. Je les observais, cherchant dans leur regard une forme de réconfort, un écho à ma propre solitude. Une femme de Carpentras, au sourire doux, racontait comment son compagnon avait failli perdre connaissance en entendant le premier cri de leur bébé. Je retenais un rire amer, imaginant le mien, lui, aux prises avec une clé à molette pendant que je luttais pour donner la vie point jour après jour, je découvrais ma propre force, cette énergie insoupçonnée qui s'était éveillée avec la naissance de mon fils. Chaque tétée, chaque regard échangé, chaque frisson partagé me transformait un peu plus, révélant en moi une mère courageuse, une protectrice dévouée. J'apprenais à lire ses besoins, à apaiser ses angoisses, à lui transmettre ma chaleur et ma sérénité. C'était un apprentissage ardu, parfois douloureux, mais infiniment précieux. Mon mari revenait parfois, maladroit et silencieux, avec un mélange de gêne et de regret dans les yeux. Un jour, il entra sans fleurs ni sourire, le visage fermé, comme s'il cherchait à se faire oublier. Il restait là, hésitant, murmurant des excuses qui semblaient creuses, tentant de tisser un lien fragile avec notre fils. Mais ces mots ne pouvaient effacer la blessure profonde de cette nuit d'abandon. Je le regardais, impassible, consciente que quelque chose s'était brisé entre nous, que notre histoire venait de prendre un tournant irréversible. Je me demandais si je pourrais encore lui faire confiance, si je le voulais. La confiance, cette porcelaine fragile, avait volé en éclats. Je savais que les réparations seraient longues, peut-être impossibles. Mais pour l'heure, mon regard était tourné vers mon fils, vers cette petite vie qui dépendait entièrement de moi. Je devais être son refuge, son pilier, sa lumière. Les nuits étaient les plus éprouvantes. Entre les pleurs imprévisibles et la fatigue accablante, je veillais sur lui, le berçant doucement, chantant des berceuses que ma mère me chantait autrefois. Chaque fois que je le regardais dormir, une vague de tendresse mêlée à une mélancolie sourde m'envahissait. Mais je refusais de laisser la douleur m'engloutir. J'étais devenue une guerrière silencieuse, prête à affronter les tempêtes pour lui. Un soir, alors que la clinique sombrait dans un calme presque surnaturel, j'aperçus un échange de regards entre deux infirmières dans le couloir, un mélange de compassion et de questionnement. Elles semblaient se demander comment une femme pouvait traverser une telle épreuve sans s'effondrer. Peut-être ne savait-elle pas encore que la force véritable naît souvent dans les profondeurs de la solitude et de la douleur. Je me suis levée lentement, tenant mon fils contre moi, et j'ai regardé par la fenêtre les lumières scintillantes d'Avignon, comme autant d'étoiles humaines. Je me demandais ce que l'avenir nous réservait, si je parviendrais à reconstruire ma vie sur ces ruines, ou si j'étais condamnée à porter seule ce lourd fardeau. Je n'avais pas de réponse, mais une chose était certaine. Rien ne serait plus jamais comme avant. Entre trahison, douleur et naissance, j'avais découvert une vérité puissante et immuable. Je suis capable d'aimer, de protéger, et de me battre, pour mon fils et pour moi-même. Et au creux de cette nuit paisible, une question restait suspendue, invisible mais lourde de promesses et de menaces. Jusqu'où serais-je prête à aller pour protéger cet amour fragile, face à celui qui avait choisi de s'éloigner au moment où j'avais le plus besoin de lui?